Économie le max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Programme aujourd'hui, Israël touché par une vague de violence, Jérusalem, Tel Aviv, attentats quotidiens ces derniers jours. L'économie n'en sort pas non plus indemne. Tourisme, centres commerciaux ou culturels, quels sont les secteurs sur lesquels la situation sécuritaire a un impact direct? Lionel Friedfeld nous répondra. Et puis quand la Russie s'interroge, que faire de ces centaines de villes-usines qui pèsent 10% de sa population? Héritage et symbole de l'ère soviétique, la plupart d'entre elles sont aujourd'hui en déclin, victimes de la récession qui frappe le pays. Elles n'ont pas su aussi se moderniser à temps. Reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le point avance là sur l'essentiel de l'actu éco du jour. La Chine d'abord a publié ce mardi sa très attendue balance commerciale. Les exportations poursuivent leur déclin mais limitent la casse avec une baisse de 1,1% en septembre sur un an. En revanche, lourde chute pour les importations, moins 17,7%, 11e mois consécutif de recul, conséquence de la baisse des prix des matières premières et d'une demande intérieure toujours morose. Au final, l'excédent commercial aura quasiment doublé en un an à 59 milliards de dollars. Mais dans un volume d'échanges qui aura baissé de quasiment 9% sur la même période. Une confirmation de plus, en tout cas, que la croissance ralentit en Chine. Les autorités tentent toutefois de faire preuve d'optimisme. À l'heure actuelle, les effets des politiques se font progressivement sentir. D'après nos attentes, et sauf en cas de situation d'urgence politique et économique à travers le monde, nous nous attendons à ce que les importations et les exportations se portent mieux au 4e trimestre. La hausse du coût du travail est la principale cause de la baisse de l'avantage concurrentiel de nos entreprises, ce qui limite leur capacité à augmenter leur production et leurs exportations. Et la Chine sous la menace désormais d'une spirale déflationniste. Notez d'ailleurs que l'inflation en Allemagne et au Royaume-Uni s'affiche en territoire négatif pour le mois de septembre. On poursuit avec la visite à Téhéran du ministre japonais des Affaires étrangères. C'est une première depuis la révolution islamique de 1979. Tokyo veut lui aussi profiter de l'impact économique de l'accord conclu sur le nucléaire. C'est en tout cas ce que Fumio Kishida a déclaré, vous le voyez, à son homologue iranien, précisant qu'un conseil de coopération allait être mis en place pour renforcer les contacts entre les deux pays et notamment accélérer la création d'entreprises communes. Des projets d'infrastructures et d'énergie sont en discussion notamment. Au Moyen-Orient, toujours, Manuel Valls était à Riyad ce mardi après l'Égypte et la Jordanie. Le Premier ministre français a annoncé la signature d'accords, contrats et lettres d'intention pour un montant potentiel de 10 milliards d'euros. Alors énergie, santé, armement, satellite ou agroalimentaire sont les principaux secteurs concernés, sans oublier les infrastructures. 200 entreprises françaises participent pour l'occasion à un forum d'affaires franco-saoudien. Manuel Valls a appelé à l'occasion les entrepreneurs saoudiens à investir massivement en France. Je voudrais donc ce soir adresser à nos amis saoudiens un message simple. Venez en France, venez investir dans notre pays, au cœur de l'Europe. C'est le moment plus que jamais. C'est le moment d'abord parce que mon pays se réforme. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a dépassé les 12 milliards d'euros en 2014. La France occupe aussi la 3e place des grands investisseurs au sein du Royaume, avec environ 14 milliards d'euros dans un certain nombre d'activités industrielles et de services. L'Arabie investit, elle, en France, un capital d'environ 700 millions d'euros. On est non loin de là, le Koweït veut croire à une remontée des prix du pétrole. 10e producteur mondial d'or noir, l'Émirat prend d'ailleurs les devants et annonce qu'il continuera à développer son industrie pétrolière malgré la faiblesse des cours. Plusieurs milliards de dollars ont d'ailleurs été mis de côté par le gouvernement pour ces projets. Une conférence sur le thème avait lieu hier à Koweït City. Les faibles prix du pétrole ne vont pas nous empêcher d'aller de l'avant dans le développement de projets majeurs et stratégiques pour le pétrole. Cela inclut le forage pour le pétrole et le gaz, le raffinement et la distribution du pétrole brut. Ces projets permettront d'améliorer l'environnement et la sécurité de nos raffineries, offrant de nouvelles opportunités d'emploi et de soutien à la croissance économique.
Et puis l'événement est déjà présenté comme la fusion du siècle. Dell, le géant américain de l'informatique, rachète son compatriote EMC, poids lourd du stockage de données, 67 milliards de dollars. C'est la plus grosse fusion de l'histoire dans le secteur des technologies. Dell, numéro 3 mondial des PC, avait annoncé il y a quelques mois sa volonté de viser désormais le marché des grandes entreprises. Le groupe se positionne ainsi comme l'un des futurs leaders mondiaux du big data. La tension est désormais palpable aux quatre coins d'Israël. Journée meurtrière ce mardi avec une nouvelle fois des attentats à Jérusalem mais aussi à Ra'anana. Une question aujourd'hui, le terrorisme a-t-il un impact immédiat sur l'activité économique du pays? Quels sont aussi les secteurs sur lesquels la crise sécuritaire influe le plus? Avant d'en parler avec Lionel Friedfeld, Laura Duhamel fait le point avec Daniel Roth. C'est une vague de violence qui secoue Israël. Une situation qui menace de s'aggraver encore, un jour de la colère ayant été déclaré par les Palestiniens. Et si le ministère israélien du tourisme affirme que le secteur n'est pas réellement affecté, ces attaques sanglantes ont un coût financier. Selon le quotidien Haaretz, 7,5 milliards de dollars supplémentaires vont être injectés dans le budget de la défense. J'ai ordonné ce week-end la mobilisation de 16 unités réservistes de la police des frontières pour rétablir l'ordre et la sécurité. Il vaut mieux déployer une force massive en amont pour maîtriser d'éventuels débordements que de les déployer après que les incidents se soient produits. Et nous mobiliserons d'autres forces autant que nécessaire. Toujours selon Haaretz, les ventes de gaz lacrymogène ont bondi de 500% cette semaine. Parallèlement, les commerçants de Jérusalem ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 50% en moyenne, notamment dans les marchés de plein air. Quant aux agents de sécurité, très sollicités dans cette sombre période, leur salaire aurait été augmenté de 20%. À Nazareth, les commerçants arabes israéliens affirment avoir eu au moins 40% de clients juifs en moins. Tandis qu'en Cisjordanie et à Gaza, l'économie continue d'accuser les contre-coups de cet énième épisode de violence. Le taux de chômage dans les territoires occupés palestiniens est de 30%. Les denrées alimentaires sont de plus en plus rares. Un foyer sur 3 en manque et la situation à Gaza est encore pire. Le taux de chômage y est de 44%. Une personne sur 2 ne trouve pas d'emploi. 25% de l'économie palestinienne dépend d'Israël. L'escalade de la violence dans la région risque donc de nuire aux finances des deux parties. Avec conséquences difficilement mesurables. On va retrouver notre analyste Lionel Friedfeld. Bonjour. Bonjour David. Bienvenue Lionel. Alors quand on pense à l'impact des violences sur l'activité, on pense souvent tout de suite forcément au tourisme, tourisme de l'étranger, tourisme intramuros aussi. Est-ce qu'on peut déjà ressentir les effets? Alors effectivement, c'est un des premiers secteurs à être touché. Le premier, c'est surtout les petits commerces qui voient directement près de moins 50% en fait leur vente chuter. Le tourisme arrive en deuxième position et pourquoi? Parce qu'il faut quelques jours avant que les touristes qui viennent de l'étranger, soit même les Israéliens, en fait, arrêtent leurs réservations. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est important. Il y a forcément une baisse du nombre de touristes qui arrivent, mais la vraie question, c'est de savoir combien de temps cette vague de violence va durer. Si c'est quelques jours, il ne va pas avoir véritablement d'impact sur l'ensemble du tourisme, mais si ça dure quelques semaines, voire peut-être plus d'un mois, il risque d'avoir des conséquences. Un chiffre intéressant pendant le dernier vrai conflit d'Israël avec la bande de Gaza l'année dernière, notamment le responsable de la session de tourisme avait chiffré à près de 500 millions de dollars les conséquences sur l'industrie touristique en Israël. Et à l'inverse, on pense à certains secteurs qui voient au contraire leur chiffre d'affaires exploser. On pense au personnel de sécurité, les salaires dans ce secteur. Alors effectivement, mais c'est tout ce qui est armes, défense, mais c'est vraiment assez petit comparé aux autres pans en fait de l'économie. Et sur le high-tech? Alors, les secteurs qui sont le moins touchés, effectivement, sont le high-tech et notamment la banque, puisque la high-tech continue à travailler normalement. Et les autres secteurs, notamment tout ce qui est lié à l'international, fonctionnent normalement. Alors donc c'est ça, il y a une différence entre ce qui se passe à l'intérieur des frontières et au-delà des frontières, l'investissement étranger et les exportations, ça, à ce niveau-là, pour l'instant, pas d'impact. Aujourd'hui, encore une fois, ça va dépendre de la longueur du conflit. Il faut savoir que sur la durée, même si c'est un conflit qui est assez long, on l'a bien vu dans le passé, d'un point de vue macroéconomique, sur l'impact réel sur l'économie israélienne est assez faible, puisqu'il y a une espèce de lissage. Même quand il y a des guerres, il y a un lissage sur l'économie. À titre d'exemple, par exemple, si on prend depuis 30 ans la performance de l'indice, par exemple Standard & Poor's, la bourse américaine a performé de près de 400%, et Israël, le TAS, le Tel Aviv Stock Exchange, a performé de près de 2500%. Donc d'un point de vue macroéconomique, effectivement, l'économie est assez lissée. Effectivement, à titre individuel, le petit magasin, le petit commerçant, il y a un impact qui se ressent tout de suite. Et on se
souvient du rebond aussi fin 2014 après la guerre à Gaza de plus de 7% du PIB. Alors maintenant, au niveau des finances publiques, est-ce qu'on peut s'attendre à des impacts budgétaires, par exemple certaines élévations du budget de la défense, hein, c'est le premier secteur, le premier poste en tout cas auquel on pense. Alors effectivement, c'est logique. Encore une fois, une opération de grande ampleur va mobiliser énormément de finances et d'ailleurs au ministère de la Finance, ils ont notamment donné la carte blanche en 10 ans, on va vous soutenir à 100%, notamment en termes de budget pour les équipements, etc. Si c'est un petit en Israël, si effectivement c'est un conflit de quelques semaines, ça ne va pas véritablement avoir d'impact, mais il faut savoir que c'est surtout une opportunité parce que les menaces d'aujourd'hui, en fait, réussissent, c'est le génie de l'économie israélienne, à transformer les nouveaux produits de demain en termes de cybersécurité, en termes de défense. Et donc, il y a énormément de produits aujourd'hui, on voit ça comme un coût, mais demain, les sociétés israéliennes vont réussir à commercialiser dans le monde justement des produits de défense, que ce soit titre personnel, que ce soit pour les entreprises, d'identification. Et donc, c'est intéressant pour l'économie israélienne. Les perspectives restent bonnes à long terme pour cette économie israélienne. Tout à fait. Merci beaucoup, Lionel Friedfeld, pour toutes ces explications. Tout autre chose à présent, cap sur la Russie. Moscou cherche des remèdes au déclin de ses villes-usines. On en compte plus de 300 et elles dépendent d'une seule activité industrielle, pétrole, charbon ou aluminium. Mais voilà, la récession et la baisse des cours mondiaux des matières premières mettent à mal ce modèle hérité du soviétisme. Et ces derniers mois, les sanctions occidentales n'ont bien sûr rien arrangé. Reportage. À 250 km de Saint-Pétersbourg, Pikaliovo est ce qu'on appelle une ville-usine. Une ville qui s'est développée autour et pour son industrie, le principal employeur de la population. Comme dans cette usine d'alumine où l'on produit un oxyde utilisé pour la fabrication de l'aluminium. Plus de 2100 personnes travaillent pour nous et c'est grâce à l'entreprise que la ville existe. Tous les habitants, à un moment ou à un autre, se retrouvent liés à l'usine. La Russie compte 320 de ces villes-usines. Elle regroupe 14 millions de personnes, 10% de la population. Les heures de gloire de ces monogorodes, comme on les appelle en russe, appartiennent désormais au passé. La crise économique causée par la chute des cours du pétrole et les sanctions occidentales décrétées sur fond de crise en Ukraine ont porté un coup violent à ces usines vieillissantes et peu compétitives. Le chômage y est 2 fois plus élevé. Un fonds d'aide fédéral a même été mis en place. En 2009 déjà, l'usine avait échappé à une suppression massive d'emplois. Furieux, Vladimir Poutine, alors Premier ministre, avait fait le déplacement pour arracher un accord aux dirigeants. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis à ramper comme des cafards quand vous avez appris mon arrivée? Pourquoi est-ce que personne n'a été capable de prendre une décision? Je ne vois pas votre signature. Venez ici, signez ça. Venez ici, voilà le contrat. À l'époque, l'affaire avait fait grand bruit et les fourneaux avaient été relancés, au prix de nombreux sacrifices pour les ouvriers. Désormais, les ouvriers doivent obligatoirement travailler pendant les week-ends, en plus des jours de semaine, et faire le travail de 2 personnes, voire plus. Et par contre, les garanties sociales disparaissent, supprimées par le directeur Maxime Volkov. Maxime Volkov, le nouveau directeur, a bien retenu les leçons du Kremlin. Pas question de licencier, mais la modernisation de l'usine semble indispensable pour trouver de nouvelles sources de croissance. Nous voulons augmenter la production de manière significative. Nous voulons diversifier la ligne de production. Nous voulons créer des produits à plus forte valeur ajoutée qui demandent plus de transformation, ce qui permettra d'augmenter le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'usine. Bénéfices et rentabilité, des concepts bien éloignés des idéaux soviétiques fondateurs. Pas de quoi rassurer les employés, dont l'avenir reste toujours incertain. Un horizon incertain pour l'ensemble d'ailleurs de la Russie. On passe au Media Watch. Et à la une de la revue de presse Écho aujourd'hui, les Français seraient-ils eux aussi des migrants? Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. Alors la France, terre d'accueil, oui, mais pas seulement. Oui, c'est en tout cas ce que révèle le quotidien Les Échos. Grâce à des chiffres publiés aujourd'hui, ce mardi, par l'INSEE, une tendance qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne s'explique pas par la baisse du nombre de migrants dans l'Hexagone.
au contraire, mais plutôt par la hausse des départs, puisque les Français sont de plus en plus nombreux à partir s'installer à l'étranger et surtout à y rester. En 2006, ils étaient 60 000 à s'expatrier. En 2013, ce chiffre a doublé, il est passé à un petit peu plus de 120 000. Bref, la France fait de moins en moins rêver et surtout ses citoyens. On découvre la France en terre d'exil. On reste en France justement, on va parler de Doctolib. Alors une start-up qui fait les titres des médias, vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, et bien Doctolib, il s'agit d'une plateforme en fait qui a été fondée en 2013 et qui permet de prendre des rendez-vous médicaux. Et si on en parle beaucoup en ce moment dans les médias, c'est parce qu'elle vient de lever 18 millions d'euros après avoir déjà réussi à récolter 5 millions l'année dernière. De l'argent donc afin de consolider sa croissance. Chaque mois, Doctolib met en relation 2 millions de Français avec environ 5000 médecins, mais de l'argent aussi pour se développer à l'étranger et surtout en Europe. Il y a de l'ambition et puis on termine avec l'affaire des moteurs truqués Volkswagen. Certains pourraient en profiter. Oui, tricherie, manipulation, démission et surtout argent. Tous les ingrédients étaient réunis pour adapter le scandale Volkswagen sur grand écran. Et c'est Leonardo DiCaprio qui a eu cette idée en premier. Sa société de production Appianway, associée au studio Paramount, vient d'acquérir les droits d'un livre qui doit paraître sur cette affaire, donc des moteurs truqués. Un ouvrage encore à l'ébauche, écrit par Jack Ewing, un grand reporter du New York Times qui est également spécialiste de l'économie allemande. Notez que pour le moment, ni le casting ni la date de sortie n'a été annoncée. Une publicité assez gênante pour Volkswagen. Merci beaucoup Johanna, à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Restez avec nous, l'information continue.